Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle webconférence des rendez-vous du Pacte. Nous vous accueillons pour le troisième rendez-vous de l'année. Les rendez-vous du Pacte vous sont proposés donc à la demande de la région Bretagne et dans le cadre du Pacte régional d'investissement dans les compétences. Il s'agit de proposer des actions qui vont permettre de découvrir et de défricher ensemble les thèmes qui sont en lien avec les enjeux de transformation de la formation et des pratiques pédagogiques, des thèmes qui, on l'espère, susciteront votre curiosité et vous donneront envie d'en savoir plus. Donc, je suis Sylvie Rochard du Grève Bretagne et aujourd'hui, notre conférence s'intitule « Pédagogie active, on passe à l'acte ». Les pédagogies actives en formation contribuent à répondre à des enjeux forts tels que mettre l'apprenant au centre de l'action, faciliter l'engagement tout au long de la formation et rendre la personne actrice de son parcours. Mobiliser les pédagogies actives dans un parcours de formation paraît donc incontournable. Avec nos deux invités, on vous propose de répondre aux questions suivantes. Concrètement, que sont les pédagogies actives? De quoi parle-t-on? Et d'où viennent-elles? Quels sont les défis à relever dans le contexte qui est le nôtre pour mettre en place ce type de pédagogie? Quel rôle et quelle posture du formateur privilégié? Y a-t-il des environnements facilitants? Et aujourd'hui, au-delà des formations à distance, le contexte sanitaire nous incite à nous poser certaines questions sur les environnements d'apprentissage. On s'intéressera donc en dernière partie à la formation dehors. Former en plein air, est-ce que c'est possible et à quelles conditions? Donc, nous sommes ensemble pour 1h30 et nous recevons deux invités. Donc, je crois que vous êtes aujourd'hui 160 participants. Donc, merci de nous suivre. Et donc, nous avons la chance inouïe de réduire considérablement les distances grâce au numérique. Et donc, nous recevons deux invités. Christelle Lison, donc vous êtes professeure à l'Université de Sherbrooke au Québec et spécialiste de l'innovation pédagogique et de la pédagogie de l'enseignement supérieur. Vous travaillez au quotidien avec des enseignants du supérieur et vous les aidez à introduire de l'interaction dans leur pédagogie. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Et puis nous recevons Sylvain Vagnon, donc vous êtes professeur en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, historien de l'éducation et spécialiste des pédagogies alternatives en France. Vous avez notamment travaillé sur la pédagogie de Jean Ovide de Crowley et sur l'école dans la nature. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc, tout de suite, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'aller voir sur le nuage de mots quels termes évoquent pour vous les pédagogies actives. Voilà, donc on a eu déjà beaucoup de participation puisqu'on a 78 mots qui ont été envoyés. On va arrêter si vous le voulez bien. Je pense que ça va se stabiliser de manière à ce qu'on puisse prendre connaissance de l'ensemble des mots. En tout cas, parmi les différents mots qui arrivent en premier, ce qu'on voit vraiment qui arrive le plus, c'est interaction, échange, implication, ludique, participation, stimulation, partage, interactivité, créativité, appropriation. Il y en a vraiment, je ne sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, et puis, je vais m'adresser et me tourner donc, vers Christelle pour ce premier temps. Christelle, ces mots, qu'est-ce qu'ils vous inspirent? Et puis concrètement, la pédagogie active, c'est quoi? Comment ça marche et comment ça se met en place? Ce qui est intéressant, puis je pense qu'on le voit clairement à travers le nuage, c'est l'idée que la pédagogie active, déjà, c'est tout ce qui va être, entre guillemets, qualifié de non magistral ou magistro-centré, donc se mettre plutôt dans cette position justement d'interaction, de partage, d'implication, de participation, d'engagement. Donc ça, c'est le déterminant clé, je vous dirais, de ce qu'on va mettre derrière l'idée de pédagogie active. Donc, on va le qualifier comme ça. Maintenant, et on le voit, ces mots-là aussi, quand on pense à
à créativité, à stimulation, à ludique, il nous amène aussi à penser comment le formateur ou les espaces de formation, les créateurs de formation, vont réfléchir l'organisation de l'activité. C'est-à-dire, pour que je choisisse la pédagogie la plus appropriée et les stratégies, méthodes pédagogiques les plus appropriées, il va falloir que je me questionne sur quels sont mes apprentissages visés. Alors, probablement qu'on pourra y revenir, mais c'est vraiment essentiel de réaliser qu'aujourd'hui, on est dans un espace de transformation, puis notamment, Sylvie, quand on a préparé cette rencontre, on a parlé des publics éloignés. Les apprentissages visés par les publics éloignés, c'est parfois très différent de ce qu'on imagine, notamment en formation initiale, où on a des cibles qui sont peut-être un peu plus fixes. Par le passé aussi, on avait cette approche de cibles un peu plus fixes. Aujourd'hui, les apprentissages visés sont beaucoup moins, j'allais dire, stigmatisés que par le passé. On sait que le savoir est en perpétuelle évolution. Comment est-ce que je suis capable de proposer quelque chose aux personnes? Et une fois que j'ai choisi mes cibles d'apprentissage, pas d'enseignement, mais vraiment d'apprentissage. Qu'est-ce que mes apprenants vont apprendre? Puis apprendre, c'est quelque chose qu'on fait seul au contact des autres, mais je ne peux pas apprendre à la place de Sylvain, je ne peux pas lui faire apprendre, je peux mettre en place les conditions qui favorisent son apprentissage, mais c'est lui l'acteur de l'apprentissage. Et dans les pédagogies actives, on est vraiment dans cette stratégie. Alors, dans le clavardage, il y a quelqu'un qui parle de la classe renversée. C'est effectivement cette perspective de mettre l'apprenant au cœur du principe. Et ça veut dire que là-dedans, je vais coordonner mes cibles d'apprentissage, les stratégies pédagogiques que je vais mettre en place et puis même les stratégies d'évaluation. Alors, vient avec cette idée une forme de renversement paradigmatique. On va vers une idée que le paradigme de l'apprentissage dans les pédagogies actives, c'est celui qui va être le plus déterminant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de transmission de contenu, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans quelque chose qui est de l'ordre de jamais de participation du formateur, mais qu'on est plutôt sur une forme de continuum qui va de quelque chose très centré sur le formateur et sur la matière, donc dans cette transmission, jusqu'à une posture où on est beaucoup plus en posture de facilitateur de l'apprentissage pour amener finalement les participants à intégrer les éléments qu'on leur propose, puis à les intégrer aussi à tout ce qui est déjà leur connaissance antérieure et notamment tout leur vécu. Pour moi, quand on se parle des publics adultes en formation, on est vraiment dans une importance de considérer le public avec tout son bagage antérieur. Et là, les pédagogies actives deviennent particulièrement intéressantes pour ces personnes parce qu'on est capable, que ce soit à travers des études de cas, que ce soit à travers de la simulation, que ce soit à travers du jeu de rôle, que ce soit à travers l'apprentissage par problème, la diversité des stratégies pédagogiques qui peuvent nous permettre finalement de raccrocher pour les personnes qui ont déjà toutes des connaissances antérieures, tout un vécu expérientiel à ce qu'on leur propose aujourd'hui. Et on sait que ça va favoriser ce qu'on va appeler des apprentissages en profondeur que d'y aller avec des stratégies qui sont beaucoup plus de l'ordre de manipuler les concepts, les contenus, les savoirs, les mettre en activité. Ça, c'est un élément qui va bien fonctionner avec les personnes. Alors, cette mobilisation, justement, de l'expérience antérieure, elle rend par contre parfois les choses, je dirais, un petit peu plus sportives. Quand je disais tout à l'heure, mettre en place les conditions, ça vient avec une série d'éléments. Qui est mon public? Comment est-ce que je l'appréhende? C'est quoi les conditions dans lesquelles je suis? Puis on se reparlera fort probablement de numérique tout à l'heure, mais c'est vraiment un enjeu. Comment mon institution réagit face aux innovations? Et c'est vraiment l'image que vous voyez là. Il y a aussi des personnes, des formateurs, des espaces de formation qui sont moins à l'aise pour une diversité de raisons. Puis on reparlera certainement du formateur, mais il faut vraiment se rappeler aussi que c'est nous qui impulsons finalement ce qu'on va mettre en place comme stratégie pédagogique. L'apprenant, il va être à l'écoute de ce que vous allez lui proposer. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile de l'engager, de l'impliquer, comme on a vu dans le nuage de mots. Parfois, les formateurs trouvent ça difficile parce qu'ils sont en attente. Et quand on réalise des pédagogies actives, l'un des grands enjeux, c'est si les apprenants n'embarquent pas, comme on dit au Québec, s'ils ne jouent pas le jeu de ces pédagogies actives, là, à l'inverse, on va avoir une diminution de la pertinence de ces stratégies actives
parce qu'on va se retrouver… Justement, Christelle, comment on embarque, comment on implique concrètement, comment on fait? Mais je pense que la première chose, c'est de leur expliquer qu'est-ce qu'on a envie de faire. Vous savez, en formation, l'un des enjeux, c'est l'implicite. C'est-à-dire que le formateur, il a beaucoup de choses dans sa tête, mais il est essentiel d'être explicite avec les participants. Expliquer les règles du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire faire des pédagogies actives? Qu'est-ce que ça veut dire je vous mets en classe renversée? Qu'est-ce que j'attends de vous? Si vos attentes sont explicites, souvent les gens vont embarquer. Puis ça se peut qu'il y ait des choses qui les fassent moins triper. Tout le monde n'est pas à l'aise dans la simulation. C'est dans la diversité des stratégies que vous allez leur proposer que ça va les mettre en avant. Mais si les apprenants, particulièrement adultes, ne comprennent pas pourquoi vous leur proposez quelle activité, ils ne vont pas embarquer. Ils vont toujours être un petit peu sur le qui-vive puis être en attente. Donc, c'est vraiment essentiel que d'expliciter les règles, le pourquoi, puis les compétences que vous allez leur permettre de développer. Ça, c'est vraiment l'élément fort qui va être le déclencheur. Puis donc, on est lié à deux choses. L'apprenant, ses stratégies d'apprentissage habituelles, puis le formateur et ses stratégies d'enseignement avec lesquelles il est le plus à l'aise, et ce, dans un environnement de formation particulier. Et alors, les apprenants ont tous peut-être des particularités, n'ont pas forcément les mêmes manières d'apprendre. Donc, comment on gère ça, en fait, quand on a un groupe à gérer? Exactement. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que la diversité de vos stratégies d'enseignement vont avoir, je dirais, des retombées ou des effets sur les stratégies d'apprentissage mises en place. Alors, quelqu'un dans le clavardage propose une contractualisation dès le départ. Effectivement, c'est une forme d'engagement qu'on va leur proposer. Et c'est déjà de leur exprimer les diverses stratégies d'apprentissage attendues. Une fois encore, on est très implicite là-dessus, mais on va voir que les apprenants, ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent les stratégies d'apprentissage avec lesquelles ils sont habitués. Donc, il est essentiel que vous leur exprimiez ce que vous attendez de leur part. Est-ce que, par exemple, s'il y a des lectures, on va les faire avant, pendant, après? Qu'est-ce que je peux leur proposer? Souvent, il y a un travail au niveau des stratégies. Ce n'est pas aussi simple que simplement lire. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on a vu rapidement. Bien, à partir du moment où vous dites juste lire, qu'est-ce que ça veut dire lire? Quand je lis pour apprendre, je n'utilise pas les mêmes stratégies que quand je lis un roman. Donc, je vais diversifier mes modalités pédagogiques finalement pour favoriser leur motivation et eux décupler leur envie. C'est aussi quand on voit qu'on apprend et qu'on évolue, qu'on a envie de continuer. Donc, il y a une boucle à mettre en place. Et c'est dans la diversité que vous allez atteindre un maximum d'apprenants. Une seule stratégie touche en général les mêmes apprenants. Une personne dans le chat, effectivement, revient sur le fait que diversifier les modalités pédagogiques, ça permet d'entretenir la motivation des différents apprenants. Et vous savez, la motivation, c'est fluctuant, hein. C'est comme l'attention. On ne peut pas être motivé tout le temps, puis on ne peut pas être tout le temps en augmentation, puis on ne peut pas être égaux tout le temps. On a forcément des choses qui nous motivent plus, qui nous motivent moins. C'est lié beaucoup aussi à notre émotionnel, hein. Donc, tout ce qui touche notre vie personnelle à côté, puis ça, c'est parfois un challenge. On sépare vie professionnelle ou vie d'apprenant, puis vie personnelle, alors qu'il y a énormément de moments d'interaction. Les émotions qu'on vit dans notre vie personnelle, elles affectent parfois nos stratégies d'apprentissage. Quand vous êtes très en colère, quand vous êtes très triste, quand vous êtes très heureux, ça devient plus difficile de mobiliser. Par contre, dans les pédagogies actives, il y a cette forme de dynamisme où je peux emmener les personnes, je vais leur donner envie de partir avec moi vers quelque chose. Mais ça se peut qu'il y ait des personnes qui, à détenter, se sentent moins intéressés finalement à certaines stratégies que vous leur proposez. Et il faut aussi l'accepter. Il y a un auteur américain qui s'appelle Mekichi qui dit « Tu peux motiver certains de tes étudiants tout le temps, tu peux motiver tous tes étudiants à certains moments, mais tu ne peux pas motiver tous tes étudiants tout le temps. » Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut accepter parce qu'effectivement, il y a un travail de planification, hein. Il y a quelqu'un qui le mentionne dans le clavardage et ce travail-là, il fait qu'on est parfois un peu déçu quand on arrive en présentiel parce qu'on a l'impression que les étudiants ou les apprenants n'embarquent pas avec nous. Ça peut être effectivement lié au groupe d'apprenants. Il y en a aussi, quand on n'a pas de leadership, par exemple, dans le groupe, c'est parfois plus difficile à faire décoller. Quand les habitudes des apprenants sont aussi plus passives, c'est plus difficile. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se donner une chance. Il faut accepter que ça prenne du temps. Merci Christelle pour cette première
prise en main du sujet, je dirais. Sylvain, de votre côté, est-ce qu'on peut revenir avec vous sur peut-être l'histoire de ces pédagogies actives? Elles ne sont pas nouvelles. D'où sont-elles nées? Quels sont les modèles qui aujourd'hui pourraient nous inspirer encore? Oui, ce qui il me semble intéressant, à la limite l'histoire, c'est pas simplement connaître le passé, mais c'est vraiment s'en servir pour aujourd'hui. Et tout ce qu'a dit Christelle, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça a une profondeur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps, ça a mûri, et on s'aperçoit que finalement, pour aller très très vite, que finalement, dès les humanistes, finalement, ils ont tenté en vérité de penser une éducation qui soit véritablement active, dans le sens où ça soit pas simplement un maître qui dise ce qu'on doit apprendre et qui transmettent simplement quelque chose. Et alors évidemment, la force aussi, c'est de Jean-Jacques Rousseau, hein, qui à un moment, c'est une étape importante, c'est une grande référence, hein, justement pour ce qu'on va appeler l'éducation nouvelle, c'est-à-dire au début du XXe siècle, des pédagogues. Alors, il y a des noms connus, hein, comme Maria Montessori, médecin italienne, mais il y a le Belge Ovid de Crowley, et puis il y a Célestin Freinet, qui est français. Ça nous montre aussi que différentes personnes, en même moment, ont réfléchi à une autre éducation. Alors, ils utilisent un terme, et ça, c'est pour faire écho à ce que dit aussi Christelle, c'est-à-dire qu'ils ont parlé d'une révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'ils ont dit finalement, ce qu'on faisait avant, c'est que dans une éducation traditionnelle, eh bien, c'est un enseignant qui va dire ce qu'il faut comprendre, il va transmettre, et c'est à peu près tout ce qu'il va faire. Donc, en face, il aura un apprenant passif, et finalement, on le remplira, on le gavera. Et eux, ils disent justement, c'est l'inverse. Si on veut être actif, on va partir, en vérité, de l'apprenant. C'est-à-dire qu'on va partir de l'apprenant, et évidemment, en partant de l'apprenant, déjà, c'est un élément important, on va essayer de mieux le connaître. Et c'est ce qu'a dit Christelle, justement, avec ça, ça touche enfants, adultes. Alors évidemment, l'éducation nouvelle est d'abord sur des enfants, hein, et d'ailleurs, des enfants, c'est pas un hasard, hein, que Montessori ou de Crowley soient des médecins. Ils sont intéressés d'ailleurs à des enfants qui ont des handicaps, qui étaient abandonnés, qui étaient laissés pour compte à l'époque. Et ils ont dit, finalement, on va vous montrer quelque chose, c'est que ces enfants, ils sont éducables. C'est-à-dire que tout le monde est éducable. Vous avez un autre exemple qui est un exemple français et qui est pas loin de Montpellier et qui est Itard, hein, et qui va trouver justement au XVIIIe siècle un enfant sauvage, comme on appelait, c'est l'enfant sauvage de l'Aveyron, et justement il va montrer que cet enfant qui n'avait pas eu finalement de connaissances, eh bien il peut l'éduquer. Et ça, c'est une force, à mon avis, des pédagogies actives, c'est de dire que de toute façon, on va tous pouvoir progresser, quelle que soit notre façon d'être. Alors, donc, un des principes, c'est partir de l'apprenant, c'est ce que j'entends. Tout à fait. Alors, c'est partir de l'apprenant et c'est le connaître. Et c'est pour ça que justement, un des points communs de toutes les pédagogies actives, c'est déjà ce qu'on appelle de l'éducation intégrale. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que nous sommes tous pareils. Hein, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, mais d'un autre côté, on a des différences. On peut être un peu plus manuel, on peut être aussi corporel, on peut être aussi plus intellect, aussi on peut avoir beaucoup d'émotions, etc. Et tout ça, ça joue énormément. Et ça, il faut le prendre en compte dans nos apprentissages. Donc, c'est-à-dire que la pédagogie active, les pédagogies actives prennent en compte ce genre de choses. Et puis, pour faire écho à quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est de faire activité. Trouver une activité, c'est-à-dire trouver une activité donc motivante. Bon, tout à l'heure dans le nuage, on a vu le côté ludique. C'est vrai qu'on sait que pour les enfants, mais aussi pour les adultes, le côté jeu ici est extrêmement important. Un jeu, et ça c'est quelque chose qui est justement un contraste avec une éducation dite traditionnelle, qui va estimer que le jeu, c'est ludique, et donc ça sort des apprentissages. Au contraire, les méthodes actives ont tendance à utiliser le jeu pour justement motiver quelqu'un. On est motivé parce qu'on va le faire, on va s'intéresser à ce qu'on fait et on va être dans cette activité. Et le mot dans les nuages, j'ai vu le mot beaucoup d'interactivité, c'est aussi justement ce lien qui existe entre l'apprenant et on va dire et l'enseignant, c'est-à-dire de prendre en compte aussi les besoins. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, évidemment, quand ils sont enfants, on s'aperçoit que prendre en compte les besoins d'un enfant est important, mais quand on est adulte, c'est la même chose. On a des besoins, on a un rythme aussi, hein, Christelle l'a très bien dit aussi, hein, c'est-à-dire que justement, on n'apprend pas tous en même temps, on n'a pas la même attention en même temps. Eh bien, ça, il va falloir le prendre en compte pour justement développer ce genre de choses. Donc, alors, interaction oui. Entre les formateurs et les apprenants, mais également interaction entre les apprenants. Exactement. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que justement, les pédagogies actives jouent beaucoup sur des valeurs qui sont celles justement de l'entraide,
du partage, de la coopération, de la collaboration, si on veut. C'est-à-dire qu'en gros, des moments, et de la communication aussi, qui est extrêmement importante. C'est pour ça que certaines fois, on parle d'apprentissage formel et informel. On sait très bien que justement, et là, on voit bien qu'on est dans le numérique, mais si on se voyait et si on était ensemble dans une pièce, eh bien, il y a des choses qui transparaissent, il y a une gestuelle, il y a des éléments assez forts. Donc ça, tout ça, ça fait aussi que les apprenants entre eux, évidemment, les pédagogies actives, comme on dit que justement l'apprenant doit être acteur de son savoir, eh bien, être acteur, c'est aussi être acteur avec les autres. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit exprès une révolution copernicienne, c'est de dire que d'habitude, on appuie beaucoup sur, tiens, qu'est-ce que je vais devoir transmettre? C'est ça qui focalise en réalité un enseignant. Et finalement, on s'aperçoit que c'est aussi, mais qu'est-ce qu'il va retenir? Qu'est-ce qu'il sait déjà? Et si on sait déjà ce qu'il sait, ou je parle d'un adulte ou d'un enfant, eh bien, ça va nous aider, évidemment. On ne va pas répéter les mêmes choses, on va pouvoir accélérer à certains moments, d'ailleurs. Il y aura un rythme différent, d'ailleurs, d'un cours, on va dire, classique, qui serait plutôt, on va dire, redondant, parce qu'il sera celui de l'enseignant. Alors qu'en vérité, dans une méthode active, le rythme va être celui de l'apprenant et des apprenants qui vont dire, bah là, ça va, on a compris, et ben on va aller plus vite. Et puis là, par contre, on va peut-être prendre plus de temps. Et puis, on va peut-être travailler ensemble à certains moments, petits groupes. Voilà, on a une forme, on y reviendra évidemment, parce que c'est quelque chose d'assez fondamental de voir qu'on a dans le lieu où on se retrouve, justement, on peut retrouver de façon différente. Et là, je lis exactement là sur les Serious Games, c'est exactement vrai, hein, c'est-à-dire que les Serious Games sont entrés maintenant dans l'enseignement. Parce que justement, on se rend compte que c'est un vecteur extrêmement intéressant hein, ici pour permettre en tout cas à l'apprenant de s'approprier hein, certains éléments. Alors, ça reboucle avec ce que disait Christelle, il me Oui. semble, du coup, sur les stratégies d'apprentissage. Effectivement, plutôt que se dire voilà ce que je vais leur apprendre, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent. Est-ce que c'est bien Alors, comme ça qu'il faut comprendre les choses? C'est tout à fait ça. Si on compare de l'intérêt déjà, des intérêts, donc là aussi, encore une fois, il faut que j'ai la connaissance de mon public, on va dire comme ça, hein, de ses besoins, de l'activité. Et puis, c'est vrai que je peux avoir comme on dit, des situations d'apprentissage différentes. C'est-à-dire que je peux faire de façon différente selon, en tout cas, mes attendus. Tout à l'heure, il y a eu un mot aussi important qui a été dit par Christelle, c'est d'explicite. C'est-à-dire l'explicitation véritablement d'éléments est une stratégie extrêmement forte dans toutes les pédagogies actives. On sait où on va normalement. Il n'y a pas de piège. On ne cherche pas à piéger. Et donc, vous voyez, ça nous touche même aussi des éléments que l'on fait avec des adultes. Là, on fait un listing, on dit voilà aujourd'hui ce qu'on va faire, voilà nos attendus, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental qui marque toutes ces stratégies. Et après, on va chercher le moyen le plus approprié pour arriver à ce but. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même logique. Vous voyez, on sait où on va normalement. Hein. On donne l'objectif. Et puis après, on va trouver le moyen. Et là, on y reviendra aussi tout à l'heure, peut-être, parce que c'est justement de savoir dans ces stratégies, elles peuvent être très différentes. Des fois, c'est vrai que le jeu est le plus intéressant, mais des fois, peut-être que simplement donner des informations, ça va aussi accélérer, ou alors je fais une recherche sur Internet, ou etc. En tout cas, je dois trouver en tout cas, mais je sais où je vais, et c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième question de cette conférence. On va maintenant s'intéresser plutôt aux défis à relever pour concrètement faire évoluer les pratiques. Dans le fil de discussion, effectivement, il y avait une personne qui nous disait mais pourquoi ces pédagogies sont-elles sous-utilisées ou si peu utilisées? Donc voilà, quels sont les principaux défis à relever? Et puis du coup, je vais m'adresser directement aux participants et pourriez-vous dans le chat, avec des réponses qui soient vraiment courtes parce que ça va aller très vite vu que vous êtes nombreux, pourriez-vous dans le chat répondre à la question suivante. D'après vous, qu'est-ce qu'aujourd'hui les apprenants peuvent attendre des formateurs? Qu'est-ce que les apprenants peuvent attendre des formateurs aujourd'hui? Une écoute active, soutien, conseil, accompagnement, empathie, de l'aide, être des facilitateurs. Alors, ça va très vite. OK. Synthèse de l'essentiel, des outils, des expériences, émancipation, être guidé,
qui soit mis au centre, ambiance pédagogique, faire du lien, des supports pédagogiques diversifiés, de la guidance. On retrouve. Je vous remercie beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de contenu, beaucoup de messages. On va s'arrêter là. Originalité, expérience, créativité, éveiller la curiosité, curation et stimulation, être concret. Voilà, donc vraiment beaucoup de propositions. Christelle, qu'est-ce qui change pour nous dans notre société aujourd'hui? Les publics changent, leurs pratiques évoluent, ils s'informent, ils se forment par eux-mêmes. Quelles conséquences pour le formateur? Je peux peut-être partager mon écran sur une petite image que vous souhaitiez partager. Oui, effectivement. Pour moi, c'est exactement ça qui change, hein. Vous le voyez dans cette petite image de ces deux jeunes qui disent « J'étais absent au dernier cours, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Puis l'autre répond « Il ne s'est rien passé du tout, c'est le prof qui a parlé tout le temps. » Puis cette image, elle est très révélatrice malgré tout, je dirais, de systèmes d'enseignement classiques dans lesquels on a emmené les gens. Et ce qui change, c'est un peu tout ce qui a été partagé dans le clavardage. On voit là-dedans des choses qui étaient déjà, là, je veux dire, la bienveillance, on l'a toujours attendu, l'honnêteté, l'expérience, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments, malgré tout, qui font que ça bouge. Tout ce qui touche l'idée d'amener finalement des acteurs plus concentrés, hein, quand on nous dit les prendre en considération, c'est effectivement amener les acteurs là, puis dans une des difficultés, c'est face au nombre de personnes aussi. Qu'est-ce que je peux faire dans une hétérogénéité des espaces, dans une hétérogénéité des publics, face à des attentes qui sont diverses et variées? Alors, tout à l'heure, on a soulevé la question de la différenciation pédagogique, finalement, et c'est ça, je pense, qu'on peut aujourd'hui aussi attendre d'un formateur. Bien évidemment, on s'attend qu'un formateur, il maîtrise son contenu, là, ça, je ne remets pas ça en doute, ça me paraît évident, mais il a le droit aussi de ne pas tout maîtriser. Il y a quelqu'un qui disait dans le clavardage, être équilibré, qu'il soit lui-même émotionnellement équilibré. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'humain. Le formateur, ce n'est pas une machine, puis c'est très intéressant hein, parce qu'on a vu toute la panique chez les gens de dire « Mon Dieu, la machine va nous remplacer », puis toute la question du numérique. Mais la machine, elle ne sera jamais l'humain en arrière. C'est-à-dire que l'humain, effectivement, il écoute, il est capable de s'adapter, il est capable d'entendre, il est capable de différencier. Quand tout à l'heure, Sylvain disait typiquement, oui, mais là, si on avance plus vite, il faudrait que je puisse passer à autre chose. C'est justement l'adaptabilité du formateur. C'est cette capacité qu'il a à comprendre ses milieux. Il ne peut pas tout savoir. Effectivement, c'est souligné dans le clavardage. Être capable de dire « je ne sais pas », je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre des formateurs. Puis, je crois que les formateurs, ils attendent beaucoup, mais je reviens à mon commentaire de tout à l'heure, ils ne le disent pas nécessairement. C'est-à-dire que le public change, je ne peux pas continuer à faire ce que je faisais avant. Vous connaissez la phrase classique qu'on donne à « oui, mais avant, c'était mieux. Oui, mais avant, ils connaissaient plus de choses. Oui, mais avant… » Oui, mais avant, ils avaient certaines compétences qu'il n'y avait pas du tout, qu'aujourd'hui, on a. Aujourd'hui, la question, elle n'est pas tant de se dire il faut posséder tout le savoir. Non, la question, elle est plutôt où est-ce que je vais aller le chercher? Comment je vais valider une information de qualité? Quelles compétences informationnelles je vais mobiliser? Comment je peux m'assurer? Sur Wikipédia, il y a des choses extrêmement bien. Là. Moi, j'ai des collègues en nanotechnologie qui font les pages Wikipédia, elles sont tout à fait justes. Mais la question, c'est comment tu es capable aujourd'hui de discriminer une information pertinente, dépendamment de sa nature, de sa source, des personnes, mais aussi de voir comment je peux aller chercher de l'information par moi-même, comment je peux la valider. Donc, on est vraiment dans des éléments où ce que je m'attends du formateur, c'est ce rôle de guide. Pas juste d'être un distributeur de savoir. Alors, parfois, ça arrange les apprenants hein, quand le formateur donne tout. Ils n'ont rien à faire, ils se mettent en situation passive, puis ils attendent. C'est reposant parfois, mais je pense qu'ils méritent plus que ça. Et on se retrouve dans des groupes avec des gens qui parfois aimeraient avoir ces temps un peu plus de nourriture, puis d'autres espaces où on aimerait pouvoir être mis en action. Donc, je pense que c'est dans la diversité de ce qu'on va proposer qu'on va trouver un équilibre par rapport à ce qu'on peut attendre de notre formateur. Autre chose que j'attends, puis sans que ça donne une impression d'être un peu
dans un entertainment, là, mais je m'attends à ce que mon formateur aussi, il me motive. Tu sais, si je viens puis que j'ai l'impression de m'asseoir puis d'écouter quelqu'un qui n'a pas ce bouillonnement en lui, je pense que je peux attendre aussi de quelqu'un qu'il soit intéressant. Mais c'est la même chose de la part des apprenants. C'est-à-dire que moi, ça fait partie, tout à l'heure, quelqu'un soulevait le contrat. Dans le contrat, c'est si moi, je fais ma part et que je suis en mode actif, je m'attends à ce que vous fassiez votre part. Hein. Je pense que c'est extrêmement important. Puis, je peux aussi attendre, moi, de mes apprenants, un certain nombre de choses. Hein. On parle du par cœur, par exemple, dans le clavardage. Bien, c'est sûr que moi, je m'attends à des espaces de compréhension, de discussion et de réflexion. Mais pour ça, il faut accorder du temps. Ça prend du temps d'être un formateur réflexif, ça prend du temps pour un apprenant d'être réflexif. Donc, je pense que c'est essentiel aussi de se dire quelles sont mes cibles, où est-ce que je peux aller. Alors, ce que je peux attendre aussi d'un formateur, c'est du professionnalisme, bien évidemment. C'est lui qui va me permettre de m'amener à faire des liens entre les différentes sphères de ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Il y a plein d'apprentissages qu'on fait dans notre vie professionnelle ou dans notre vie d'apprenant qu'on peut aller lier à notre vie personnelle. Et ça, je pense que c'est aussi un élément qui est important, particulièrement à nouveau quand on va se parler des publics éloignés ou des publics adultes. Si c'est complètement déconnecté de ce qu'ils vivent, ça peut être aussi bien que ce que vous imaginez. Le gap est beaucoup trop gros pour eux. Si vous n'êtes pas capable d'aller mobiliser par les compétences qu'on va appeler dites transversales, alors on va trouver aussi des vocables, les soft skills en anglais. Aujourd'hui, on commence à parler même des future skills, qui étaient des éléments qui avaient été soulevés. Hein? La question de l'empathie, la question de l'écoute active, la question de la bienveillance. Ça, c'est des compétences qui ne sont pas de l'ordre du contenu, mais comment est-ce que j'amène les apprenants et je peux attendre que le formateur les mette en pratique afin qu'on puisse les démontrer. Des compétences qui seront beaucoup effectivement demandées demain par les entreprises et d'où effectivement l'idée de pouvoir dès le début commencer à former nos étudiants et puis nos apprenants à partir de ces compétences qui seront effectivement stratégiques pour demain. Sylvain, de votre côté, comment voyez-vous les enjeux de la formation demain et surtout en quoi les pédagogies actives vont pouvoir nous aider? Oui, parce que dans ce qu'on vient d'entendre et qui est extrêmement important, c'est qu'effectivement, notre société, enfin, il y a un contraste quand même extrêmement fort entre finalement l'éducation traditionnelle que l'on a pour la plupart connue et en vérité ce la société attend. Et c'est un écart ici qui est extrêmement fort parce qu'on s'aperçoit justement que si on regarde bien, la société a fortement changé. On sait aujourd'hui que l'école finalement est une petite part de notre vie, une toute petite part, et qu'à la fin de l'école, on aura à apprendre toute notre vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle une société du savoir, c'est-à-dire qu'on sait que ça sera toute notre vie et qu'on va être obligé d'apprendre. Et donc, ça veut dire que le côté mémorisation, avoir des repères, etc., c'est intéressant, avoir du contenu, mais ce contenu, il va falloir le renouveler de toute façon. Il va falloir l'actualiser et puis il va falloir découvrir beaucoup de choses. On voit bien que notre société est dans une accélération extrêmement forte. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est là où on s'aperçoit que les pédagogies actives répondent à ça. Parce que finalement, quelles sont leurs finalités si on regarde bien? J'ai entendu, et ça a été dit là, justement, dans la proposition qui pouvait être faite, c'était par exemple la créativité. On voit que la créativité est une des finalités, justement, de permettre à l'enfant d'être curieux de tout pour justement pouvoir s'exprimer. On s'aperçoit que c'est une des valeurs assez essentielles qui est demandée dans notre société. On a celle de l'autonomie, c'est-à-dire d'être capable justement à la fois de se connaître et de connaître les autres, alors avec empathie, avec altruisme, mais d'avoir aussi cette possibilité d'indépendance aussi quelque part. Et donc ça, c'est ce qu'attend en tout cas les pédagogies, toutes les pédagogies actives. On voit bien que c'est des éléments qui sont essentiels dans notre société. Le troisième, c'est souvent la communication aussi. Ce sont des pédagogies de la communication, justement parce que on essaye justement de permettre à tous de pouvoir s'exprimer à sa façon. On peut être introverti, extraverti, c'est pas la question, mais c'est surtout de s'exprimer avec soi et avec les autres. C'est pour ça que la créativité, la curiosité
sont liées à ça. On peut être créatif, on peut être artiste et puis on peut être autre chose, mais c'est pas la question. Mais en tout cas, on va communiquer avec soi et avec les autres. Et donc ça, c'est un élément important. Et pour reprendre des mots qui ont été utilisés, deux autres mots aussi, c'est transversalité. C'est vrai que là aussi, on se rend compte aujourd'hui que quand on est dans notre vie d'adulte, honnêtement, on ne pense pas le matin maths, français, histoire, etc. On a un problème, on a une situation, on essaye d'y réfléchir. Certaines fois, j'ai besoin de regarder l'histoire. Certaines fois, c'est plutôt ce qui se passe ailleurs. Certaines fois, c'est effectivement des choses plus scientifiques. Et résultat, le côté centre d'intérêt, qui est typiquement un terme utilisé par les pédagogies actives, c'est de dire on ne va pas segmenter et scléroser nos connaissances sur une discipline comme on l'a fait à l'école et comme on le fait beaucoup à l'école, et au contraire, on va essayer d'ouvrir notre réflexion. Et ça amène évidemment à l'autre mot qui a été aussi utilisé par un des intervenants, c'est le mot d'émancipation. Très clairement, il faut savoir ce que l'on veut, c'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est simplement d'avoir des connaissances, d'avoir une tête bien faite, pleine? Pourquoi pas, hein, c'est toujours intéressant. Il est évident que plus on sait, mieux c'est, mais comme l'a dit tout à l'heure Christelle, ce ne sera jamais exhaustif. C'est impossible dans notre société, on le sait. Donc, on voit très, très bien que l'idée, justement, c'est plutôt de savoir chercher. Si je cherche quelque chose, si j'arrive à trouver un élément, eh bien ça, c'est un élément clé pour toute ma vie. Alors certes, il y a quelque chose, je ne sais pas, le nom des trois fils de Clovis, eh bien, je peux le trouver très rapidement sur plein d'autres éléments. Et ça, c'est un élément. Alors, pour peut-être terminer, mais c'était important aussi, c'est de dire que, parce que Christelle a fait forte allusion aussi, c'est que c'est vrai que ça change aussi non seulement la posture de celui qui enseigne, hein, c'est-à-dire de celui qui va former, mais ça change aussi toute sa façon de voir les choses. Tout à l'heure, hein, qui était sous-entendu, c'est que finalement, l'autorité du formateur venait de son savoir. Et oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres éléments, la façon dont il va l'amener, la façon dont il va développer des choses. Et les pédagogies actives ont souvent tendance à dire que justement, le formateur est un éveilleur. C'est-à-dire qu'il va éveiller chez l'apprenant des éléments et qui va lui permettre de se poser lui-même des questions où il essaiera d'avoir des réponses. Évidemment, l'enseignant ou le formateur sera là pour, ce qui a été dit tout à l'heure, accompagner, aider dans la bienveillance et dans la confiance. Et ça, je pense que le mot de confiance est extrêmement important. C'est pour ça que si j'ai commencé un petit peu en disant justement que beaucoup de pédagogues d'éducation nouvelle s'étaient intéressés à des enfants justement même différents, c'est dire qu'on doit avoir confiance de toute façon. On est toujours surpris de son auditoire et on est toujours surpris en bien justement du savoir et aussi du comportement que peut avoir justement des apprenants, quels qu'ils soient. Et ça aide évidemment, là, à ce moment-là, ça enrichit. Et ça aussi, ça a été dit un petit peu dans le chat, c'est-à-dire que le formateur se retrouve lui-même enrichi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une collaboration véritablement qui se fait pour développer en tout cas des connaissances. Je crois qu'on va approfondir sur la question effectivement du rôle et de la posture du formateur. Je voulais un petit peu me tourner vers le chat parce que bon, ce qui est vraiment très bien, c'est que dans cette webconférence, vous prenez connaissance également au fur et à mesure des remarques ou des questions des participants. J'ai quand même moi pu identifier quelques questions que je vais vous poser. Notamment, quelqu'un revenait sur, je trouvais cette question intéressante. Est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je vais transmettre ou comment je vais le transmettre? Donc, Christelle, peut-être. Oui, en fait, moi, je crois que la première question qu'on devrait se poser, c'est que souhaite-t-on qu'ils apprennent? C'est-à-dire, quelles sont les cibles d'apprentissage qu'il y a en arrière? Ça, pour moi, c'est vraiment la première, c'est-à-dire de me décentrer de moi, mais de penser eux, les apprenants. Une fois que j'ai, parce qu'évidemment, c'est moi potentiellement qui vais faire ce choix, ou l'équipe au sein de laquelle je suis, ou l'organisme de formation, là, on comprend bien, voire même parfois, dépendamment de la formation, ça émerge des apprenants, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie ou qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Donc, en tout cas, pour moi, c'est la première cible. Par la suite, on va y aller à se demander
comment je peux le faire pour atteindre ça? Et donc, les éléments de contenu vont venir automatiquement découler d'eux. Mais vraiment, pour moi, c'est le mindset en pédagogie active, de le penser autrement et d'avoir l'apprenant au cœur de la question. Alors, ça me permet de rebondir, merci, donc sur les contenus, mais il y avait également des questions sur les supports. Quels supports utiliser? Voilà, des personnes aussi nous demandaient des questions de boîte à outils. Existe-t-il des boîtes à outils par rapport à la manière de transmettre? C'est une grande question, hein, parce que boîte à outils, c'est large, effectivement. C'est sûr qu'on va utiliser des supports divers et variés, dépendamment des stratégies ou des méthodes pédagogiques mises en œuvre, mais on peut avoir en effet de la création de situations, hein, des situations qu'on va mettre au travail. Ça pourrait être des supports de type étude de cas. Souvent, quand on pense support, les profs pensent ou les formateurs pensent PowerPoint que je vais leur donner. Puis je pense qu'il faut faire la grande différence entre qu'est-ce qui est un support d'apprentissage à nouveau ou un support de travail pédagogique et qu'est-ce qui est mon support en tant qu'enseignant. Et quand on regarde parfois les PowerPoint, ben, on est à du support enseignant, c'est-à-dire qu'il écrit quasiment son discours qu'il met sur PowerPoint. À l'inverse, vous avez des personnes qui font 4 diapositives pour 4 heures de cours. C'est donc pas le support qui va servir de matériau d'apprentissage. Je pense que pour ça, il faut aussi se poser la question de la nature de la formation, c'est-à-dire à qui elle est destinée puis pourquoi. Pour moi, il y a une différence entre une conférence, comme aujourd'hui, on va diffuser de l'information, et quelque chose qui serait de l'ordre de l'atelier, par exemple. Je vais mettre en pratique. Ici, j'ai potentiellement pas d'objectif d'apprentissage. Puis entendez-moi bien, j'ai des objectifs qui sont de l'ordre de la sensibilisation ou de la transmission d'informations, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un apprentissage. Et vous l'avez dit au début, Sylvie, c'est un éveil vers lequel on veut aller. Et donc, pour moi, ça, ce n'est pas la même chose. Et je pense que c'est important de faire la différence aussi. Je ne peux pas avoir les mêmes supports pour 2 heures que ce que j'aurais pour 30 heures de formation. Puis pour moi, c'est vraiment dans l'ordre de quels sont les apprentissages qui vont être ou non réalisés. Puis ça se peut, parfois, ils soient en surface, parfois, ils soient en profondeur, mais donc, je ne vais pas mobiliser les mêmes supports de la même manière. Sylvain, peut-être vous voulez compléter les propos de Christelle? Oui, tout à fait, parce que c'est pour vraiment les compléter, c'est que justement, ce qui est souvent dit par les pédagogues d'éducation nouvelle, c'est de dire qu'on va créer les conditions de l'intérêt. Donc, ça va avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que certes, il y a des supports. En gros, ils disent souvent qu'on fait feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on peut trouver de tout, on est à l'extérieur, on est à l'intérieur, on fait quelque chose, on a des jeux, enfin bref, on trouve tout ce qu'on peut et qu'est-ce qui intéresse. Certaines fois, et c'est souvent des exemples qui sont donnés, ça vient d'un intérêt d'une personne qui dit quelque chose, qui peut relater, là je l'ai vu dans le chat justement de dire les témoignages, etc. Effectivement, il y a un des apprenants qui peut dire quelque chose et puis ça va faire écho finalement à d'autres personnes. Des fois, ça ne fait pas écho. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment quand on est formateur, d'un intérêt qui peut être individuel, que quelqu'un qui raconte, qui témoigne, d'un seul coup, il se rend compte que les autres apprenants, ils voient un intérêt. Et donc, créer les conditions de l'intérêt, c'est souvent le levier. Alors après, les supports viennent, mais comme l'a dit Christelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a un support, j'allais dire, moi, c'est comme un marteau. Si vous voulez, il y a des gens qui utilisent très, très bien un marteau, puis il y en a qui s'écrasent quand même beaucoup les doigts avec. Donc, le problème, ce n'est pas le marteau, c'est la façon dont on va l'utiliser et c'est la façon aussi que le formateur va faire ce genre de choses. Si on se souvient tous, on a tous utilisé des manuels scolaires, on s'aperçoit que chaque enseignant peut l'utiliser de la même façon, mais certains le changent de façon différente. Ça peut même devenir actif, même si certains supports sont évidemment plus à même, en tout cas, d'amener l'activité. Donc, il y a cette notion importante d'intérêt aussi qui demande évidemment, là tout à l'heure, et ça poursuit ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi que l'autorité, par exemple, c'est quand même un élément important quand même du formateur ici, et ici, c'est qu'elle ne vient pas exclusivement du savoir, mais elle vient souvent d'éléments comme ça, c'est d'être capable d'observer finalement son auditoire et de s'apercevoir que ce qui est dit, et là, par exemple, nous, on regarde le chat et je trouve que c'est extrêmement intéressant tout ce qui est dit, et là, je vous dis franchement, chaque fois que je regarde, je me dis, là, il y a quelque chose qui pourrait être repioché, etc. Ça veut dire que si on avait beaucoup plus de temps, on pourrait optimiser véritablement ces questionnements et repartir dessus. Et là, on voit bien qu'on aurait un intérêt qui se développe. Et donc, pour répondre peut-être à une question, on serait sur un format de classe inversée, puisque quelqu'un me demandait, mais comment on met en place une classe inversée? Mais effectivement, on ne pouvait pas aujourd'hui partir de ce format-là. Ce sera peut-être pour une autre webconférence du Pacte. Je voulais revenir également, Sylvain, il y a une personne qui parlait d'être attentif au rythme d'apprentissage. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour être attentif au rythme d'apprentissage quand on est formateur? Alors, c'est un élément extrêmement important parce que justement, quand tout à l'heure aussi on parlait des besoins, des intérêts de quelqu'un, de n'importe qui, que ce soit un enfant ou un adulte, il y a aussi le respect du rythme. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous, on a un rythme différent. Il y a des choses où on percute très vite, il y a des choses où on percute moins bien. Alors, on ne va pas passer pourquoi, etc. Il y a plein d'éléments explicatifs, mais j'allais dire que quand on est formateur, on ne va pas faire non plus toute la psychologie derrière, mais on peut se dire justement que ce n'est pas parce que quelqu'un et c'est pour ça que la bienveillance est importante et la confiance. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un apprenant, ne saisit pas telle chose qu'il ne va pas saisir autrement. D'où l'intérêt de se retrouver à plusieurs. D'où l'intérêt justement de ce qu'on appelle un travail de groupe, c'est-à-dire de se dire qu'avant, et ça souvent c'est, tout à l'heure on a utilisé le terme de différenciation, mais là si on prend aussi ce terme de rythme, c'est de dire justement qu'un petit groupe par exemple va réfléchir en interne, chacun, et on le sait aussi, va réagir à sa façon et ça va permettre aussi le respect de ce rythme. Parce qu'évidemment, quand on est dans un cours magistral, on va dire comme ça, le respect du rythme, il n'existe pas. Le rythme, c'est celui de l'enseignant qui rythme véritablement seul face à son auditoire. Donc ça, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que c'est vraiment lié à ça. Et je voudrais dire, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois, là aussi, on dit souvent aussi c'est chronophage. Hein, c'est chronophage, les méthodes actives. Eh bien, oui et non, parce qu'on s'aperçoit que finalement, au départ, ça peut apparaître chronophage parce qu'effectivement, on prend du temps, on met en place, etc. Mais alors après, ça touche le problème du rythme. Là, franchement, il y a une accélération extrêmement forte après, parce qu'une fois que tout le monde a bien compris où on allait, honnêtement, on va y aller par des chemins différents peut-être, mais on va y arriver. Et on va s'entraider. Et là, évidemment, on est dans une logique importante ici de soutien et d'entraide. Et puis, Christelle y répondait directement dans le chat. Je crois qu'on ne fait pas de la pédagogie active à tous les moments, tout le temps. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de varier. C'est ce que vous disiez, Christelle, dans le chat. Oui, puis je pense qu'on peut commencer par des petits pas. Au Québec, on a une belle expression qui dit « manger l'éléphant une bouchée à la fois ». Puis moi, ce que je dis toujours aux formateurs, c'est tu as ton postulat, tu veux les mettre dans cette perspective-là, alors on va prendre le chemin pour y aller. Puis comme dit Sylvain, on va en emprunter des chemins, puis tout d'un coup, ça va se positionner. C'est sûr qu'au début, si tu as ton traditionnel, puis tu te dis demain matin, tout a changé, ça peut te sembler comme wow, puis comment je vais gérer mon temps, puis comment je vais atteindre mes cibles. Mais une fois que tu as commencé ton chemin, tu peux commencer du plus petit. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de dire, les formateurs, il y a quelqu'un tout à l'heure dans le clavardage qui a écrit il faut dire aussi aux apprenants que les formateurs eux-mêmes sont des apprenants. Et c'est vrai, on est en développement professionnel et on progresse. Puis une fois qu'on a commencé, là, comme dit Sylvain, moi, je ne reviendrai jamais en arrière à faire du magistro-centré. Là. Je veux dire, j'en fais en conférence parce que je n'ai pas de choix. Puis ça s'arrête là. C'est plus ça, ma stratégie. Puis j'ai des moments où je fais de la stratégie pédagogique de type magistral, où je vais passer des temps, mais ça s'inscrit globalement dans un paradigme de l'apprentissage. Puis c'est ça aujourd'hui le cœur même de ce que j'ai envie de proposer parce que j'y crois fondamentalement. Alors, ça nous permet d'enchaîner sur notre troisième question de notre conférence. Effectivement, l'idée par rapport effectivement au rôle et à la posture du formateur et aux environnements facilitants, quand on pratique des pédagogies actives comme ça, quels sont les changements pour le formateur? Est-ce qu'il y a des profils de formateurs qui vont être plus à l'aise avec ces pédagogies actives? Et comment on s'y prend en tant que formateur pour intégrer plus de pédagogie active dans notre pratique. Et puis une autre question que j'aimerais que vous abordiez avec le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est bien sûr la question de la formation à distance. Est-ce qu'on peut faire de la pédagogie active à distance? Christelle, peut-être pour commencer? Oui, c'est une bonne question. D'abord, cette idée de posture, c'est aussi de comprendre qu'on va en adopter des différentes. Par moment, je vais être un enseignant plus transmissif, entre guillemets, je vais faire moi-même. Il y a des moments où je vais être un enseignant qu'on va qualifier ou un formateur de type incitatif. Je vais poser des questions, je vais mettre en activité. Puis, il y a des moments où je vais me placer dans une posture qu'on va traiter de formateur actif et où là, en fait, exactement comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, je vais leur laisser la balle. Je vais mettre en place le contexte qui les amène à discuter, à agir, à mobiliser un certain nombre d'éléments, à prendre des décisions, puis à se mettre en marche. Mais je vais être là vraiment dans cette posture de guide et de soutien. Puis je vais, dépendamment des formations que j'ai, dépendamment du temps, dépendamment du contexte, dépendamment du public, je vais m'y adapter.
Mais je pense que c'est très important de se rappeler que si on l'a dit tout à l'heure, pour les apprenants, il y a une diversité de chemins. Je ne peux pas leur proposer un seul et même chemin parce que c'est ça qui rend la chose difficile. Par contre, pour pouvoir faire ça, il faut que moi, comme formateur, je me situe aussi dans un climat où je me sens bien. Une partie des formateurs ont parfois l'angoisse d'être jugés par les apprenants, de dire « ouais, mais s'ils s'imaginent que j'en sais pas autant qu'eux ou qu'il y a une question qui sort et que je connais pas », je vous dirais que mon expérience m'amène à considérer que plus on connaît le sujet, plus on maîtrise, plus on se sent à l'aise d'aller faire des pédagogies actives parce qu'on lance puis on se dit « ça va aller quelque part ». Tu sais, il n'y en a pas de réponse prédéfinie, elles sont rares aujourd'hui. Et effectivement, le numérique, il a pu nous faciliter sur certains points de manière paradoxale parce que c'est pas toujours facile de te rendre actif face à une salle de gens, là, tu sais, 196 personnes en ce moment. Les regarder, les mettre en activité. Là, je pourrais très bien décider de séparer les gens en petits groupes. Avec Zoom, j'appuierai sur un bouton, je vais lui dire « fais-moi 40 salles » et il va répartir les 196 personnes dans 40 salles. Ça a quelque chose qui peut être chouette pour mettre les personnes en activité. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on met des personnes ensemble qu'elles sont en activité, mais la technologie, elle peut m'offrir les moyens technologiques de le faire. Le nuage de mots, ça, c'est une stratégie pour permettre aux apprenants de discuter. Le clavardage, il n'y a jamais autant de gens qui se seraient exprimés si on avait été dans une salle. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que tous les gens auraient pu être là parce que ce n'est pas toujours faisable. Donc, il y a des possibilités, en effet, d'en mettre. Par contre, les pédagogies actives, ça ne veut pas dire obligatoirement avec le numérique. Ça, c'est important de le penser. Là. Parfois, on fait des espèces d'associations de « ah, si je mets en place des pédagogies actives, il me faut du numérique ». Non, le numérique, et c'est pour ça que moi, je vais parler de pédago-numérique, alignement pédago-numérique, activité pédago-numérique, c'est avant tout une activité pédagogique pour laquelle le numérique est un support qui me permet de faire les choses de manière améliorée, plus efficace, parfois plus efficiente, qui me permet d'aller plus loin, qui me permet plein de choses. Mais c'est tout à fait faisable. Par contre, je crois qu'il faut vraiment accepter cette idée que nous, comme formateurs, on est vraiment là dans le détenteur. C'est nous qui allons choisir ce qu'on va mettre en place, mais ne jetons pas tout le bébé avec l'eau du bain. Puis surtout, ne sacralisons pas ce qu'on faisait par le passé. Là. Tu sais, là, ces derniers temps, on a entendu beaucoup hey, « avant, c'était génial ». C'est à croire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est dégradé. J'ai entendu, puis qu'avant, c'était extraordinaire. Alors qu'avant, nos milieux n'étaient pas non plus exceptionnels. Il y a des choses qu'on faisait pas spécialement bien en présentiel. C'est sûr que si on fait juste le plaquer en numérique, c'est-à-dire bêtement le transférer, ça ne marchera pas. Tout à l'heure, dans le clavardage, il y a quelqu'un qui disait finalement, si on veut penser ça, il faut rescénariser nos activités. Et c'est vraiment ça, cette idée avec les pédagogies actives, hein, ce changement de posture qui nous amène ailleurs puis qui nous amène à repenser notre activité différemment, c'est vraiment important. Et pour moi, ça nous démontre qu'on est ce qu'un de mes collègues, Denis Bédard, appelle l'homo pédagogicus, hein, c'est-à-dire cette personne aussi qui se développe sur les aspects de la pédagogie. Tu sais, c'est pas inné d'être un pédagogue, c'est pas de l'art. C'est sûr qu'on a des caractéristiques qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des formateurs qui vont être plus à l'aise de poser des questions, qui sont plus à l'aise face à l'incertitude. On peut avoir des facilités, mais ça ne veut pas dire que « ah non, moi, je suis un formateur pédagogie active » ou « moi, j'en suis pas ». D'ailleurs, entre nous, on a des formateurs qui ne sont pas très à l'aise sur l'aspect communication, qui se disent « moi, je ne suis pas très bon ». Et ils font du magistral parce que parfois, c'est ça qu'on leur demande. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on ne peut pas travailler. Il ne faudrait pas imaginer que je suis né bon ou je ne suis pas né bon. Les pédagogies actives pour un formateur, c'est quelque chose qui se développe de la même manière que je peux développer mes stratégies d'apprentissage chez un apprenant. Ça n'existe pas, la bosse des mathématiques. C'est un mythe. Et c'est la même chose au niveau pédagogique. Il y a quelqu'un qui soulève dans le clavardage justement des bibliographies. Effectivement, on peut faire aussi de l'auto-formation, lire des choses. Tout à l'heure, quelqu'un a cité un livre, La psychologie de la motivation. Il y a quelqu'un qui a cité Mérieux. Suzanne, je pourrais vous en proposer, mais c'est vraiment, il y a tous des espaces de développement professionnel. Ça demande de l'espace-temps et de l'espace physique de le prendre, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Là, on part parfois de notre intuition, puis on va aller construire en se facilitant la vie, finalement, en se donnant des outils. Mais rappelez-vous, les outils ne peuvent pas être plaqués directement, quoi qu'on fasse. Hein. On doit l'adapter
à vos caractéristiques, aux caractéristiques des apprenants telles que ça a été soulevé, à notre contexte de formation. Il y a des choses sur lesquelles c'est plus facile, c'est plus inné, ça coule mieux. Il faut aussi y croire. Surtout, ne mettez pas en place une stratégie pédagogique à laquelle vous ne croyez pas. Et puis, effectivement, il y a la cible, c'est-à-dire qu'il faut choisir la stratégie la plus adéquate en fonction de la cible. Et ça, faut que tout ça fitte ensemble. D'une certaine manière, il faut que vous ayez un alignement, mais on peut tous évoluer. Effectivement, donc réfléchir à sa cible, adapter ses stratégies pédagogiques. Sylvain, de votre côté, si on revient plutôt là sur vraiment, on va dire, la salle ou le lieu de formation, sur la question des environnements facilitants, comment est-ce qu'il faut considérer l'espace de formation? Est-ce que physiquement, il y a des trucs qu'on pourrait mettre en place par rapport à ces espaces? Oui, alors là, il faut qu'on fasse un petit partage, mais effectivement, ce que je voulais montrer, les mots d'ailleurs ont été utilisés de scénario, d'ingénierie pédagogique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une trame classique. Donc, ce que vous voyez là dans la première image, c'est finalement ce qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire une salle de classe avec donc un maître et puis des élèves. Alors évidemment, là, c'est un peu exagéré parce que c'est 1900 et c'est une leçon d'écriture, donc évidemment, c'est assez strict. Mais je vous ai mis en dessous aussi pour les adultes parce que c'est comme ça que ça se faisait. Hein, au 19e, on faisait beaucoup de formation d'adultes au sein de l'école. Et donc, la classe, et d'ailleurs, le mobilier était statique. Donc, ça veut dire qu'on était vraiment dans ce qu'on appelle frontal. Et ça, c'est ce qu'on a tous connu, je veux dire. C'est un élément extrêmement classique et il faut bien voir que pourquoi tout le monde utilisait ça? Parce que à partir du 17e, avant le 17e, pardon, un enseignant, il savait pas enseigner à plusieurs personnes. Si vous pensez, on voyait les Grecs, eh ben, ils marchent ensemble, il y a un précepteur et puis un ou deux élèves en tout cas. Et puis là, on veut absolument en mettre parce qu'on va arriver à l'obligation scolaire. Donc, on veut mettre tout le monde. Donc, c'est le classique. Alors, si on passe justement à la suite, c'est d'essayer de vous montrer que quand on a parlé de scénario ou d'ingénierie pédagogique, par exemple, il faut avoir conscience, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et ça je crois que Christelle le dit très bien là, c'est qu'il ne s'agit pas de sacraliser, il ne s'agit pas de mettre des éléments comme ça, mais de savoir ce qu'on fait. Et donc par exemple, là moi je vous ai mis 4 exemples. Le premier exemple, c'est si je veux transmettre des informations le plus facilement possible, eh ben, il est très clair que la frontale, on va dire le cours magistral, c'est le plus simple. C'est-à-dire que c'est le plus simple parce que vous avez un enseignant, il dit ce qu'il faut dire et vous avez un public. Le problème, c'est qu'évidemment, ce public-là, qui est un peu plus lycéen, il est souvent assez passif parce qu'effectivement, il prend les informations. Mais honnêtement, c'est une façon de faire. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que si je veux faire ça, eh bien voilà le meilleur scénario. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Ça, c'est le premier. Si je veux évidemment être dans la pédagogie plus active, clairement, cette formation justement pour adultes en U est quelque chose qui évidemment nous met une disposition spatiale différente, c'est-à-dire que le formateur va se trouver au centre. Alors, il est un peu dans l'arène, mais vous voyez dans sa position, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être assis derrière un bureau simplement à donner des informations. Il se retrouve là justement debout, il va être obligé de communiquer beaucoup plus fortement et il va y avoir une interaction beaucoup plus forte avec les apprenants. Et c'est un grand classique de la formation d'adultes. On voit très très bien que là, on va pouvoir discuter, communiquer et il se trouve au centre de l'arène. Donc ça, c'est pour aller vite le deuxième. Et le troisième, évidemment, qui là, on monte un petit peu le niveau, on va dire, d'activité avec un travail de groupe. Alors là, je vous ai mis une image parce que j'en ai cherché. À chaque fois qu'on montre une image, par exemple, de travail de groupe d'adultes, c'est toujours hyper convivial. Alors, remarquez quand même, il y a toujours un petit café, etc. C'est quand même lié. C'est-à-dire que l'image même qui est représentée, c'est que le travail de groupe en adulte, eh bien, là, on voit des gens qui parlent, qui discutent, qui expriment, et on sent que c'est beaucoup plus simple, évidemment, qu'avec, on va dire, un enseignant ou un formateur. Là, on peut s'exprimer entre pairs. Et cette idée justement de se retrouver, de permettre ce genre de choses, c'est le travail de groupe, un grand classique de toutes les pédagogies actives, c'est de permettre ce moment-là. Entre nous, juste pour finir, il est évident, parce que c'est des questions qui sont fortement posées, je vois dans le chat, c'est que évidemment, ça amène un scénario différent. Parce qu'évidemment, si je fais des travails de groupe, il faut qu'à un moment, je fasse une remise en commun, parce que sinon, ça ne sert à rien. Il ne faut pas que chacun travaille dans son groupe et que ça se termine et puis qu'on se dise au revoir. On est d'accord. Donc, il y a aussi
un scénario pédagogique qui est complètement différent de celui, par exemple, du cours magistral ou d'un cours classique. Voilà. Et le dernier, pour aller vraiment très très vite, c'est un qui d'ailleurs est en train d'exploser. Hein, celui-là existe quasi presque plus. C'est-à-dire, c'est justement l'organisation spéciale qui était dans des écoles justement ou d'ingénieurs ou autres. C'est-à-dire comment on fait pour travailler justement le numérique. Donc là, on voit bien que c'est une disposition de salle très différente, hein, mais qui permet à l'enseignant de bouger. Hein. Toutes les autres qu'on a vues tout à l'heure aussi, il peut bouger, il va d'un à l'autre et il répondra aux questions selon les besoins, hein, et le rythme de chacun. Et donc ça, c'est aussi un élément important. Et on en termine, évidemment, c'est ce fameux classe flexible. Donc vous en avez une en haut qui se retrouve d'ailleurs, qui vient aussi du Québec, c'est-à-dire que c'est l'idée d'avoir au sein d'un même espace, en été, des apprenants qui peuvent faire des choses très différentes. Alors évidemment, ça, c'est déjà un premier élément assez fort. Et puis de l'autre côté, il y a ce côté de mobilité aussi c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, du mobilier. Tout à l'heure, on a vu des enfants, c'est complètement statique, c'était des bancs. Là, maintenant, ils se retrouvent avec des sortes d'auto-tamponneuses. Là, hein. Il faut évidemment, au début, d'ailleurs, pendant 5 minutes, tout adulte ou toute personne s'amuse à ça, c'est clair. Puis, au bout de 5 minutes, il a quand même compris qu'il passait à autre chose. Mais en tout cas, on a cet élément avec des éléments qui n'arrêtent pas de bouger. Et là, c'est juste ça pour finir. Ces scénarios, ils sont plus simplement français ou européens, mais ils sont mondiaux. On s'aperçoit que tous les pays, et ça c'est aussi intéressant, hein, ça touche ce que vous disiez tout à l'heure sur notre société, c'est que l'éducation est devenue quelque chose d'international. On voit que du Japon en Finlande, en passant par l'Afrique du Sud, vous avez ces notions de flexibilité et de chercher en tout cas pour des apprenants la chose la plus fluide en tout cas pour apprendre et puis aussi pour permettre à chacun d'être bien aussi dans un apprentissage qu'il aura à faire toute sa vie. Alors, on commence à avoir balayé beaucoup de questions. Effectivement, on prendra un temps après pour relayer les questions dans le chat, même si je sais que vous êtes tous les deux attentifs et que vous essayez de prendre en considération ce qui est proposé. Il y avait une question qu'on trouvait également très intéressante à aborder dans le contexte Covid qui est le nôtre actuellement et dans le contexte sanitaire qui nous contraint à effectivement mettre en place des formations à distance, mais aussi pourquoi pas explorer des nouvelles pistes ou des nouvelles actions. Alors nouvelles ou pas si nouvelles que ça, Sylvain, mais justement celle de la formation à l'extérieur, compte tenu du contexte sanitaire, cette question pourrait se poser comme une évidence. Est-ce qu'on pourrait effectivement faire de la formation à l'extérieur? Et donc, je vous propose peut-être donc aux participants de regarder avec moi 4 photos et de nous dire dans le chat, voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran, de nous dire dans le chat, en un mot, qu'est-ce que ces photos évoquent pour vous? Et donc, je vais passer les photos. Donc, la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais essayer de reprendre un petit peu effectivement vos propositions que j'ai pas vues pendant que je partageais. Alors, le bien-être, la classe verte des formations actives, une attention améliorée, d'observation, une visite de site proche de la nature, curiosité, respiration extérieure, innovant, top, 2 et 3 top. Bref, donc effectivement, quelques réactions pour pas toutes les lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Sylvain, donc vous êtes, je crois, spécialiste de ces questions de l'école à l'extérieur et de l'école dans la nature. Comment et quand est né cet engouement pour l'école dans la nature? Un engouement actuel, c'est clair, évidemment, on le sait bien, la crise sanitaire, elle nous a surtout montré que qui dit extérieur dit quand même liberté, dit bouger, dit bon, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on a ça. Et ce qui est intéressant en histoire, c'est que justement, on se rend compte que non seulement ça a toujours existé, mais puisqu'on est notre sujet, c'est les méthodes actives, on s'aperçoit que les pédagogues d'éducation nouvelle et de pédagogie active ont tout de suite pensé, c'est pour ça que
les images que vous avez vues d'une salle de classe, c'est de sortir de la salle de classe. Et là, si on y réfléchit, c'est tout ce qu'on se dit depuis le début, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des scénarios et des situations d'apprentissage les plus appropriées. Donc, justement, il y a une phrase qui est souvent dite par Ovid de Crowley et qui est belge, parce que j'ai entendu que certains ont dit bah, aujourd'hui il pleut, donc, etc. Lui, il est en Belgique, pour vous dire qu'il ne fait pas si beau qu'à Montpellier. Eh bien, justement, il disait justement, la classe, c'est quand il pleut. C'est-à-dire que sous-entendu, justement, bah, quand il pleut pas, on peut sortir. C'est sûr que la salle de classe va exister encore, mais il faut privilégier en tout cas certaines choses pour aller à l'extérieur. Pourquoi on va à l'extérieur? Bah, leur idée, elle est très simple du côté actif, c'est que c'est concret. C'est-à-dire qu'on est dans une réalité vraie quelque part, hein, c'est-à-dire que quand on va parler d'arbres, quand on va parler de certaines choses, très clairement, bah, c'est plus simple d'aller le voir que de le regarder dans un manuel scolaire. Bon, là, on est dans un apprentissage, on va dire, assez classique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il tente de répondre à ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant et ce qui nous touche là aujourd'hui aussi pour le côté d'une formation d'adulte, c'est que être à l'extérieur, ça change tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. C'est-à-dire que ça change le rôle de l'enseignant. Il ne peut pas se comporter de la même façon. Et ça change aussi le rôle aussi des apprenants. Tout à l'heure, dans le chat, ça a été dit, hein, créativité, curiosité, voilà, on se sent mieux, etc. On se sent mieux aujourd'hui, d'accord, mais on s'est toujours senti mieux, j'allais dire, de se retrouver dans des dispositions différentes. Dans les images que je vous avais passées à juste titre, c'est que j'ai fait exprès de vous en mettre plusieurs. Vous avez vu, la première, elle est relativement classique. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont pris une salle de classe, puis qu'ils l'ont mis à l'extérieur, puis que l'enseignante, elle a même amené son tableau noir. Donc finalement, elle change pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que c'est pour vous montrer aussi, c'est aussi désacraliser les choses. Hein. C'est que à cette époque-là, ils sortent pour des raisons aussi d'ailleurs médicales, mais ils sentent que l'aération, etc., c'est meilleur, on se sent mieux, donc l'apprentissage. Mais on reste très très classique dans cette logique. Par contre, les autres, et c'est intéressant parce que ça a été noté justement comme notamment de voir ces enfants sur des chaises longues. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, chez les adultes, on fait ça. Certaines entreprises ont très bien compris qu'une sieste bien ciblée à certains moments faisait que le rythme de l'individu était respecté et qu'il allait peut-être mieux travailler, il allait même souvent être plus à l'aise, mieux, etc. pour comprendre. Et donc, le côté actif, c'est ça qui est aussi peut-être intéressant, c'est de se dire quand on va à l'extérieur, on peut évidemment tenter certaines choses. Là, je vois centration sur l'apprenant exactement, c'est-à-dire que c'est de dire justement que l'apprenant, justement comment il est, comment il se sent, etc. On sait tous qu'après avoir mangé, bon, on a quand même un petit peu envie de se reposer, que c'est peut-être pas le meilleur moment, mais on peut faire d'autres choses. Et justement, ces moments-là, un petit peu qui apparaissent comme ludiques, sont souvent, et là ça se voit chez les adultes par exemple, de permettre une discussion, d'engager certains éléments. Dans une journée de formation, et ça a été très bien dit aussi par Christelle, c'est que le rythme, il n'est pas toujours le même. Donc par exemple, ça veut dire qu'on sait très bien que le repas du midi, s'il n'est pas là, ça nous gêne parce que c'est finalement un moment où quoi, on se reconnaît mieux, on peut parler de choses. Tiens, tu as dit ça ce matin, ouais, c'était etc. Et puis il y a ça, etc. Donc on se retrouve à l'extérieur souvent, donc dans un endroit tout de suite qui est noté comme un effet plus de bien-être. Donc ça veut dire qu'on crée les conditions déjà d'un apprentissage privilégié. Ça ne veut pas dire qu'il va être privilégié, mais on crée les conditions. Et puis d'un autre côté, comme il y a des moments qui peuvent être que différents, on est d'accord qu'on ne va pas faire un cours magistral nécessairement dehors, on peut le faire, hein, mais on voit très bien qu'on a envie de faire quelque chose d'autre. Et là, ça touche aussi l'autre point dit par Christelle, c'est justement de voir que celui qui apprend, il va se comporter aussi de façon différente. Il va aussi donc ça fait un peu ce qu'on va dire boule de neige. Et aujourd'hui, justement, ce qu'on étudie, alors on n'est pas les meilleurs, il faut dire, en France là-dessus sur cette question-là. Hein. Il y a des pays qui ont vraiment une histoire ancienne là-dessus, les pays scandinaves, mais aussi les Anglais, par exemple, qui le font de plus en plus. On peut pas dire que c'est un pays où il pleut pas, hein, bon. Mais en tout cas, c'est pas la question. C'est-à-dire que être à l'extérieur à des moments propices permet à tous, d'ailleurs adultes comme enfants, de privilégier certains éléments, c'est-à-dire de développer en vérité là plus, on va dire, une mise en condition qui permettent à tous d'être bien. Donc il n'y a pas extérieur pour extérieur. C'est pour ça que la dernière image, et je la remercie parce qu'elle vient de Christelle qui me l'a donnée pour justement montrer que c'est actuel, hein, c'est-à-dire quelque chose que effectivement nous on le fait. Alors j'allais dire qu'à Montpellier c'est un peu facile, mais on peut sortir très très facilement. Mais c'est vrai que nos étudiants, ils ont cette habitude, par exemple, et c'est vrai que par exemple ils parlent beaucoup moins, ils sont beaucoup plus actifs, ils sont
beaucoup plus attentifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, il ne s'agit pas d'aller en pleine forêt au fond d'une clairière, mais on peut juste sortir à l'extérieur. Et la dernière image, parce que ça, je pense qu'on a quand même quelque chose d'important quand on est à l'extérieur, qu'on n'a pas à l'intérieur, c'est justement pour ça que j'ai montré un enseignant qui montre, c'est le côté aussi d'expérimenter. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une expérimentation concrète, il y a le côté justement, on part du concret toujours pour aller vers l'abstrait qui est quelque chose d'assez important. Et ça a l'air idiot, peut-être, mais on s'aperçoit que pour n'importe quoi, il ne s'agit pas simplement de regarder les arbres, etc. Mais ça veut dire que notre être, en réalité, se sent différent. Vous sentez le vent, vous sentez une odeur. Eh ben, ça, on peut se dire, tiens, c'est gênant, ça nous emmène un peu loin. Et souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on se sent mieux et on est plus prêt à écouter, à entendre et à discuter, etc. Donc, c'est vrai que ça transforme. C'est une façon aussi importante de le noter. Mais cette formation dehors, clairement, enfin, à mon avis, c'est assez clair. Ça, c'est pas un engouement, très clairement, c'est pas un engouement passager, mais on voit bien que ça a une histoire et que c'est beaucoup de gens sont attirés par ça. Voilà, on s'aperçoit que les enseignants, les formateurs, les entreprises, les parents, les élèves, donc ça fait beaucoup quand même de gens qui s'intéressent à ça. Et on voit que dans le chat, il y a eu également pas mal de partage d'expériences. Donc, je pense que les formateurs aussi expérimentent des choses et réalisent déjà des choses effectivement à l'extérieur. Christelle, vous vouliez peut-être nous partager une expérience au Québec? C'est vrai que nous, la pandémie et le besoin d'aller faire des petits groupes nous a amenés à ça. Puis on ne peut pas dire qu'au Québec, il fait toujours beau non plus. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de voir là tout l'intérêt de nos campus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer. Puis effectivement, nous, on en a eu en vrai extérieur, là, avec des questions qui se posent. On en a eu aussi dans des milieux alternatifs. Nous, on est allé dans des églises, on est allé dans des chapiteaux à l'extérieur, mais qui permettaient en cas de pluie. Donc, on a trouvé des stratégies. Il y a Suzanne qui nous partageait dans le clavardage les musées. Je pense aussi à des formations qui sont parfois très professionnalisantes. Je pense à des adultes en retour de formation agriculture ou des personnes qui travaillent sur ces choses. On se déplace, on va en serre, on va avec eux. Et comme le dit Sylvain, l'observation fait tout d'un coup beaucoup plus de sens que d'aller dans un manuel. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses en classe préparatoire, puis aller sur le terrain, puis revenir et institutionnaliser des éléments. Je pense que c'est important. Mais cette diversité de contextes, elle favorise vraiment, elle fait partie des conditions qui remobilisent les stratégies cognitives et l'attention. Tout à l'heure, on a parlé de motivation. Là. Quand vous changez de milieu, nous, on l'a vu, il y a des étudiants qui sont vraiment... ils étaient motivés 2 fois par semaine, ils avaient leur classe extérieure, le reste, ils faisaient du en ligne. Mais 2 fois par semaine, ils se sentaient dans une condition et ça permettait de recréer du lien. Donc, je pense que c'est aussi l'occasion de penser des activités différentes. Comme l'a dit Sylvain, si on fait exactement ce qu'on faisait en classe, ça va avoir un effet pendant un moment, peut-être un peu de pétard mouillé. Au bout d'un moment, on va refaire comme avant. Mais si ça nous amène à changer notre posture à la fois comme formateur et comme apprenant, ben là, je pense qu'on va aller toucher quelque chose. Et avec les adultes, pour qui le rapport à l'école aussi est parfois difficile, hein. Je sais que je reviens beaucoup avec les adultes en public éloigné, mais c'est un milieu où des apprenants avec lesquels j'ai longtemps travaillé, ce sont aussi des personnes qui ont un rapport à cette scolarité qui n'est pas nécessairement positif. C'est-à-dire que l'école, la classe, pour eux, ça a quelque chose déjà qui vient avec des images de leur passé. Je vous parlais des expériences antérieures tout à l'heure négatives. Le fait de leur montrer qu'on peut penser la formation sous une diversité de formats, ben rien que ça renoue avec quelque chose. Et notre but aussi, en tout cas, parfois, c'est de mobiliser les gens pour dire, ben, si on vous montre d'autres choses, quand vous irez dans vos milieux professionnels, vous penserez autrement. Et Sylvain l'a très bien dit, le nombre d'entreprises qui aujourd'hui font, par exemple, des espaces de créativité sous forme de marche, c'est-à-dire qu'on est en déplacement plutôt que d'être statique, on fait des réunions en marchant. On voit bien qu'on a trouvé des stratégies. C'est sûr, vous allez me dire, oui, mais si je dois prendre des notes, mais il y a des gens qui s'enregistrent. Puis parfois, quand on fait du remue-ménage, là, on n'a pas besoin de prendre de notes, on a besoin de faire bouger nos idées. Ben, si notre corps bouge, là, je pense que ça peut être vraiment des stratégies pertinentes. Par rapport à... Maintenant,
Par rapport à ce que vous disiez, là, Christelle, juste, je vous interromps par rapport à ce que vous disiez, parce qu'il y avait effectivement une remarque dans le chat par rapport au fait qu'effectivement, être formé à l'extérieur, ça engage le corps. Exact. Et la marche, ce que vous disiez, ça... Et c'est ce que j'allais dire pour les étudiants avec des besoins particuliers. Là, parfois, ben, ça fait aussi du bien parce qu'il y a des apprenants qui fonctionnent moins bien que nous ou que la plupart des gens dans des classiques de format assis. Peut-être qu'il y a des personnes en ce moment qui sont debout, qui font du tapis roulant, qui ont besoin de se déplacer parce qu'ils se disaient, crime, ça fait presque 1 heure et demie que je suis assis à t'écouter. Là, moi, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Et ça, je crois que quand tout à l'heure, on parlait de la transformation de la pandémie, j'espère que comme établissement, comme organisme de formation, ça va nous amener à penser autrement, puis à ne plus vouloir revenir dans notre passé, parce que je crois qu'on a permis vraiment à des personnes de regarder la formation autrement. Sylvain, vous vouliez réagir? Oui, juste pour réagir, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait aussi donner l'impression aussi, pas donner l'impression en tout cas, que justement, c'est que des tests actuellement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, par exemple, ce qu'a dit Christelle, par exemple, ça s'appelle la classe promenade. Et la classe promenade, elle a été théorisée au 19e siècle. C'est pas un peu surprenant. Et on s'aperçoit que tout est dit. C'est-à-dire, voilà comment ça va se passer, voilà ce qu'on va faire, etc. Et donc, on a un véritable scénario pédagogique qui a été pensé. Pourquoi il a été oublié, etc. Bon, on va pas là rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'était même une pratique qui était très développée, par exemple, parce que avec une structure, on voit qu'il faisait des maths, il faisait du français, il faisait justement ce qu'ils appelaient de l'arpentage aussi, mais de la géographie, évidemment, plein d'éléments grâce à cette classe promenade. Donc, il y a des activités qui ont même une histoire, une structure et qui sont cohérentes. Je vous propose maintenant peut-être de prendre, enfin moi j'ai relevé quelques questions dans le chat qu'on n'a pas forcément pu aborder et puis il y en a d'autres qui continuent à arriver, mais peut-être rebondir sur quelques-unes des questions si vous le voulez bien. Il y a une personne alors je suis désolée, je note pas les prénoms au fur et à mesure, mais une personne qui nous demandait créer une dynamique de groupe, donc je reviens dans les premiers échanges qu'on a eus. Comment faire pour créer une dynamique de groupe? Peut-être Christelle et puis ensuite Sylvain, si vous voulez réagir sur cette question. Ben, je dirais que la première chose, c'est l'instauration d'un climat de confiance et de respect. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel si on veut créer une dynamique de groupe. Le deuxième, c'est la connaissance des règles de fonctionnement. Ça peut paraître paradoxal de se dire, on va commencer par des règles, mais définir ensemble nos règles de fonctionnement. Alors, moi, je donne beaucoup de formations à des formateurs, justement, puis des fois, au début, ils me disent, ouais, mais tu sais, si je perds 20 minutes à discuter de ça, puis moi, souvent, je leur dis, ouais, mais ta formation, elle dure combien d'heures? 40 heures, par exemple. Ben, pour moi, c'est 39 heures et 40 minutes de gagner. Parce que quand on a établi nos règles, on peut y faire référence, on s'entend sur quelles sont les attentes qu'on a les uns des autres. Être capable, dans notre dynamique de groupe, de connaître nos apprenants. Alors, c'est sûr, au premier tour, ça nous prend un peu de temps de les appréhender, mais on a souvent une image très stigmatisée du type d'apprenant qu'on a, dans le sens, on les caractérise, mais être à l'écoute de nos apprenants. Prenez un temps au début pour cibler les connaissances antérieures, où est-ce qu'on en est. Peut-être quelques questions, quiz qui vous permettent d'établir, mais juste pour se créer ça, là. Puis la dynamique de groupe, elle va se mettre aussi avec ce que vous portez dans les premiers temps, là, c'est vous qui allez l'instaurer. Donc, si vous mettez en place ce climat de bienveillance, de confiance, de respect, l'énoncer, être explicite, la dynamique de groupe va prendre. Après, c'est sûr qu'il y a des caractéristiques de groupe. Si on a un leadership dans le groupe, d'ailleurs, qu'il soit positif, voire même négatif, ça crée souvent une dynamique. Quand on a un groupe où tous les apprenants sont relativement égaux ou calmes, on a parfois tendance à avoir du mal un petit peu. Mais ce qu'il faut surtout, c'est au début ne pas compenser. Accepter les silences aussi dans une dynamique de groupe. La pédagogie active, la dynamique de groupe, ça ne veut pas toujours dire être tout le temps en mode parole. Au contraire, il faut laisser de la place à chacun. Là. Ça va nous permettre de valoriser quand les personnes disent des choses, de reprendre des éléments, de leur faire confiance dans la rétroaction. C'est ça qui met en place une dynamique de groupe. Puis ça prend du temps, puis ça prend d'être attentif, puis vraiment le respect et la confiance, que ce soit dans notre verbal ou dans notre non-verbal, et que ce soit partagé par l'ensemble, ça aide énormément de mon point de vue. Là, s'il faut quelques bases pour commencer la question. Sylvain? Oui, c'est pour prolonger véritablement ce que dit Christelle, c'est qu'il y a ce climat. Et puis, si on prend un exemple pour cette dynamique de groupe, et là, c'est aussi toutes les pédagogies actives l'ont utilisé, c'est par exemple, ils comprennent que par exemple, tout ça, ça se fait assez facilement
si on communique. Donc, il faut communiquer. Donc, chercher des instruments de communication. Si je vous prends un exemple très précis qui est souvent bien connu, c'est Célestin Freinet est un instituteur et qu'est-ce qu'il fait comme première activité? Il fait de l'imprimerie, mais il ne fait pas de l'imprimerie. Ce qu'il demande à ses élèves, c'est est-ce que vous pourriez raconter ce qu'on fait à une autre classe? Mais en vérité, c'est un élément, en tout cas, de dynamique de groupe extrêmement fort. Et ce n'est pas un hasard, justement, que tous les éléments jusqu'à aujourd'hui, et aussi pour les adultes, se dire, bah voilà, on va construire quelque chose ensemble de communication. Donc, si on communique, ça veut dire qu'il va falloir que je me fasse comprendre, il va falloir que je trouve des choses essentielles, bref, il va falloir que je ne pourrai jamais le faire tout seul. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est grâce à cette idée de communication, non seulement avec un climat, et Christelle a totalement raison, de confiance et de respect, et puis de moments, et ben on s'aperçoit que ça, c'est souvent une possibilité assez pas aisée, mais en tout cas c'est un très bon support en tout cas pour développer une dynamique de groupe. Une personne qui, donc Sylvain, peut-être si vous voulez bien continuer, qui mettait l'accent sur le fait de pouvoir d'oser en tant que formateur et d'y croire. Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il faut y croire, mais ce n'est pas simplement y croire. C'est-à-dire que très, très vite, honnêtement, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème de ce côté, c'est pas on saute pas en parachute sans parachute hein, quand même, hein, quand on fait de la méthode active. Faut pas exagérer non plus. Hein. Mais c'est simplement aussi que évidemment ça pose un problème vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que si on pense que sa propre autorité n'est due que parce qu'on a su des choses et qu'on va le transmettre, c'est vrai que là, c'est quelque chose où on va très très vite se rendre compte qu'on peut ne pas être débordé, mais en tout cas, on ne va pas y arriver comme ça. Donc, juste, cette idée. Je vous interromps par rapport à ça, parce qu'il y avait une personne qui justement disait est-ce qu'on peut, alors, elle utilisait le mot de enseigner, mais est-ce qu'on peut enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Donc, ça... alors, c'est une super question parce que justement, il y a même un pédagogue qui s'appelle Jacques Otto qui s'est amusé justement au 18e, est arrivé dans une classe où d'enfants qui ne parlaient pas la même langue que lui et on lui a demandé d'apprendre une autre langue. Et il s'est dit, comment je vais faire? Je ne sais pas cette langue. Comment je fais? Et en gros, il a essayé de chercher tous les préfices. Bon, alors c'est un exemple assez magique parce que finalement, il voulait dire lui ne savait pas une langue et il l'a appris pourtant parce qu'effectivement, il a cherché d'autres stratégies. Bon, c'est un cas limite. Par contre, je pense que prendre conscience qu'on ne sait pas tout, c'est ça la clé. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis plutôt historien, donc vous savez qu'en histoire, on aime bien les connaissances, etc. Mais si un historien est capable de vous dire qu'il sait tout, il y a un problème, hein. Voilà, il y a un problème. Ça s'appelle un ordinateur, ça s'appelle quelque chose, mais c'est pas un être humain. Bon. Et puis surtout, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si on donne pas sens à son savoir, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver les éléments les plus intéressants et pour leur donner sens. Et on se rend bien compte qu'évidemment, ça, c'est une transformation aussi actuelle. Je veux dire, honnêtement, voilà, on a tous conscience de nos manques. C'est pas des manques, mais en tout cas qu'on ne saura pas tout. Voilà, le côté de l'humaniste, genre Léonard de Vinci, qui arrive à toucher tout, c'est assez complexe quand même. Mais on s'aperçoit qu'il faut être humble. Voilà. Et ça, et c'est osé. Et souvent, on s'aperçoit que c'est très fluide. Après, Christelle l'a très, très bien dit plusieurs fois. Justement, une fois qu'on commence, on est dans un processus de petits pas, hein, comme une marche d'ailleurs, hein, et on prend conscience de certaines choses. Christelle, peut-être pour rebondir sur les propos ou compléter les propos de Sylvain. Mais je trouve que c'est vraiment extraordinaire aussi parce que ce qu'on constate, c'est que nous aussi, comme formateurs, on vit des vagues. Hein. Au début, quand on adopte une nouvelle stratégie ou une nouvelle méthode pédagogique, on a toujours, je dirais, une image de confiance. Là. Parfois, on se dit, on est optimiste, ça a l'air génial, on censure, ça y est. Et puis, on va vivre des vagues, là, la vague du doute, puis on va aller dans un point critique, tu sais, des moments où en groupe, ça ne marche pas si bien, il y a des apprenants avec lesquels ça coince, on a des questions qu'on ne s'était peut-être pas posées, puis c'est un peu la vallée de la mort, là. Puis là, tu as deux choix. Ou tu repars en arrière, puis tu dis non, je refais comme avant, ou tu dis je continue, mais je vais devoir m'adapter, je vais devoir accepter que moi aussi, je déconstruis des choses. Je dis tout le temps aux gens, tu sais, ta planification, elle est formidable tant qu'il n'y a pas d'apprenants. Hein. C'est eux le problème parce qu'ils viennent tout bousculer. Ils posent des questions que tu n'avais pas prévues, ils ont des doutes. Puis tranquillement, tu remontes, tu as espoir, tu as confiance, puis tu finis satisfait. Et souvent, la littérature nous démontre qu'il faut au moins 3 itérations pour que tu sois vraiment satisfait. Et donc, comme le dit Sylvain, je pense que ces petits pas qui nous emmènent à nous transformer font que notre état initial, à la fin,
il ne sera plus le même que ce qu'on était au début. Donc, on est en perpétuel, mais on ne le voit pas nécessairement. Il faut apprendre à être réflexif, il faut apprendre à se satisfaire aussi de nos réussites. Je crois qu'on a besoin d'accepter notre côté humain, mais d'être valorisé aussi dans ce qu'on fait. On l'oublie parfois, on est très dans la critique, l'autocritique, puis on utilise le mot critique dans le sens négatif, alors que ça peut être une critique positive. Mais je pense que c'est vraiment important aussi d'être capable de regarder ce qu'on a fait puis de trouver qu'il y a des choses bien, de s'inspirer de ce qui existe. Et comme le dit Sylvain, on invente rarement. Hein. Souvent, moi, quand les gens me disent hey, « j'ai inventé quelque chose », les inventions, elles sont très rares aujourd'hui. Il en existe, là, je ne remets pas ça en doute, mais on est plutôt dans une logique de continuité de ce qui existe et offrons-nous le droit de découvrir nous aussi puis d'évoluer. Puis pour moi, c'est vraiment cette stratégie du petit pas qui va nous amener à dire « moi, je ne suis pas sûre que j'enseigne aujourd'hui ». C'est une vraie question. Là. Je mets en place des conditions qui favorisent l'apprentissage, mais je ne suis pas sûre que j'enseigne. Merci à tous les deux. On va dire que ça sera le mot de la fin. Merci également aux participants. Vous étiez très nombreux, jusqu'à 200 participants. Vous êtes voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité. Évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais ça a vraiment alimenté vraiment énormément la conférence. Et puis, je vous remercie donc Sylvain et Christelle d'avoir vraiment pris en compte également ce qui se passait sur le chat. Je vous propose maintenant de terminer notre rendez-vous du pacte. Je tenais donc à vous remercier très chaleureusement tous les deux. Merci également pour votre investissement dans la préparation de cette action. Je vous remercie à tous de votre attention et de votre participation et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.